Tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Donc c'est l'occasion pour vous souhaiter déjà une bonne année en direct 2023. Salut! Salut! Donc du coup on va faire un live ensemble pour un peu se présenter et présenter qu'est-ce qu'on fait. Ok, ouais, Donc on a- super. donc on avait pu faire un concours ensemble le mois dernier et du coup se rencontrer lors de cet échange. Et donc du coup c'était un petit peu l'occasion de parler de nos activités respectives qui tournent autour de la généalogie. Donc du coup moi je vais commencer à me présenter. Donc là on est deux Sophie. Donc moi c'est Sophie, j'accompagne en psychogénéalogie et puis je fais aussi des soins autour de la généalogie et un peu le transgénérationnel et aussi de la numérologie appliquée à la généalogie et de l'astrologie que j'applique aussi à la généalogie. Et donc du coup je voulais un peu faire découvrir quelle est la différence aussi du coup, entre la psychogénéalogie et ce que toi tu peux faire. Parce que des fois, on confond un petit peu les deux activités. Donc, je vais te laisser te présenter. Oui, ben bonjour à tous. Bonjour Sophie. Je profite également de ce petit live pour souhaiter à tous une bonne année, même si je l'ai déjà fait par poste, mais rien ne vaut de le faire de vive voix. Je suis très contente de parler de ce sujet ce soir avec toi et avec vous tous. De mon côté, je suis généalogiste. Donc, ça consiste en fait à essayer de retracer les origines d'une personne, retrouver ses origines familiales, ses origines aussi géographiques parfois. Euh, Essayer de retrouver, pardon, essayer de retrouver ses ancêtres étape par étape. Et enfin moi particulièrement, je m'attache beaucoup à essayer de redonner du corps et de la vie à ses ancêtres en essayant de retrouver un maximum d'informations sur leur mode de vie, voir quelquefois un petit peu leur caractère qui peut se dessiner au travers de certains actes ou certaines archives qu'on peut retrouver. Voilà. Donc je pense que ça peut aussi effectivement rejoindre la psychogénéalogie, mais enfin, on le verra sûrement, il y a quelques différences quand même. Oui, oui. Oui, parce que du coup, en psychogénéalogie, on fait du coup Mm. aucune recherche, mais du coup, on analyse la généalogie de ce qu'on en connaît, mais aussi, par exemple, ça peut se faire après justement des recherches avec un généalogiste. Mm. Donc, via la signification des prénoms, quelles sont les transmissions dans les prénoms, Effectivement, mais en aussi, généalogie, on voit qu'il y a énormément de transmission. Enfin, au niveau des prénoms, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Donc, je pense que c'est sympa d'avoir ce type d'information aussi au-delà du fait simplement de se dire, effectivement, je retrouve le même prénom, mais savoir ce que ça engendre sur les différentes générations, c'est un plus, effectivement. oui. Mais du coup, on va l'analyser. C'est vraiment la psychologie de l'arbre généalogique où on va l'analyser. On va l'analyser, voir justement toutes ces transmissions dans les prénoms, des fois les noms de famille. Mais aussi les dates, dans les dates, quel lien on peut faire entre telle ou telle personne. Donc on utilise vraiment toutes les dates. Donc ça peut être un travail qui peut être intéressant de regarder après des fois des recherches
ou pendant les recherches, de l'analyser, mais c'est en psychogénéalogie, on fait pas du tout de recherche. C'est soit la personne fait des recherches par elle-même, soit la personne fait appel à une généalogiste pour faire les recherches. Et dans ces Mais cas-là, si tu es en cours de traitement avec un client et que il a besoin de faire ce type de recherche, est-ce que tu le guides par rapport à ce qu'il peut rechercher ou pas du tout et tu laisses au contraire le recours voilà, à ses recherches et à lui-même trouver dans quel sens il veut aller? bah, actuellement, euh, moi, je peux le guider dans des recherches, mais par exemple, on va dire jusqu'à un certain niveau, en fait, moi, je peux l'accompagner, mais pour que lui, il fasse ses recherches. Après, il y a, quand on remonte un petit peu, des fois, c'est plus compliqué, des fois, de trouver des actes, ou s'ils sont à l'étranger, euh, ou si bah, la lecture est compliquée, la lecture des actes c'est compliqué. Des fois, ça m'est arrivé, moi, de me Oui. faire des recherches pour moi, et des fois, la lecture des actes sont compliquées. Donc, soit je l'invite à, soit la personne connaît des généalogistes et là, dans ces cas-là, je l'invite à se rapprocher. Sinon, Mhm. petit à petit, en fait, moi, j'agrandis aussi mon réseau par rapport à, comme toi, comme toi, je suis venue vers toi, par exemple, pour proposer un concours ensemble. Et Ouais. de plus en plus, je me rapproche de généalogistes pour potentiellement conseiller si la personne est en demande Mhm. d'aller plus loin, d'aller se rapprocher du généalogiste. D'accord. Euh, mais sinon, moi, je vais le conseiller, mais c'est plus par mon expérience, moi, personnelle. Mhm. Mais des fois, je peux pas l'accompagner, par exemple, sur la lecture d'actes. Il y a des lectures d'actes qui peuvent être compliquées. Et là, moi, je suis pas du tout spécialiste pour l'accompagner là-dedans, donc je vais vraiment le renvoyer vers un généalogiste pour Ok. l'aider là-dedans. Mhm. Donc, donc du coup, c'est aussi l'occasion de ces lives pour faire découvrir des généalogistes et bien montrer que c'est deux travails vraiment différents. C'est vraiment Différent où mais on a complémentaire. mais complémentaires, où on a aussi une même passion qui va tourner autour de la généalogie Mhm. et qui peuvent s'aider mutuellement en fait. C'est Oui. qui peuvent où on peut vraiment travailler ensemble et parce qu'on a cette passion commune. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a amené un peu à faire ce travail-là, te spécialiser là-dedans? Alors, moi, en fait, je pratique la généalogie depuis très très longtemps, depuis, on va dire que je suis adolescente. Euh, donc, je pense que c'est un petit peu mon parcours personnel et ma situation familiale qui m'a amené à aller vers ce type de passion. Et donc, pendant très longtemps, voilà, j'ai travaillé sur ma propre généalogie et j'ai aidé un petit peu mon entourage, les personnes que je connaissais qui s'y intéressaient également. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est au moment de la crise du Covid où les choses ont un petit peu basculé, où en fait, je m'y suis remis vraiment de manière intense et où je me suis dit, ben, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. Et donc, c'est à partir de là que j'ai entrepris de monter mon entreprise et de me lancer voilà, de faire de cette passion mon métier. Donc c'est un long cheminement aussi de ma part pour aboutir à la création de mon entreprise, etc. Donc voilà, donc ma petite boîte fête ses 1 an, donc je suis contente. Ouais, c'est cool parce que moi, j'ai un petit peu aussi le même parcours où j'ai commencé par travailler sur ma propre. J'étais toujours attirée par l'histoire familiale, ce que l'histoire familiale pouvait raconter.
Et j'ai d'abord travaillé sur mon arbre où j'ai fait des recherches et en fait, j'ai décidé vraiment de me lancer et de vraiment aussi pendant cette période de Covid et d'officialiser un petit peu les choses. Donc, on a un petit peu un même parcours. Moi, je me suis lancée en 2021, donc ça fait un an et demi. Un an et demi que je me suis lancée, mais du coup, on a un parcours un petit peu similaire. Ouais, tout à fait. Mais je pense que en plus cette période de Covid, enfin moi, finalement, on va dire que je l'ai appréciée parce que ça m'a permis de me recentrer sur ce qui était vraiment important pour moi et c'est là que j'ai vraiment vu que la généalogie c'était ce qui était important et du coup je suis super contente maintenant aussi d'aider les autres à, à faire leur généalogie, à retrouver leurs ancêtres, d'autant plus que généralement enfin beaucoup de personnes qui me contactent sont vraiment dans des recherches familiales, enfin voilà, parce qu'il y a eu des coupures dans leur famille, enfin c'est un réel besoin, donc c'est aussi très enrichissant à la fois pour eux et pour moi de pouvoir travailler dessus. Oui, mais c'est vrai que moi, je trouve ça passionnant et en plus, c'est vrai que chaque histoire est différente. Je trouve que chaque personne, en tout cas moi que j'accompagne, c'est des histoires, c'est des familles C'est qui ça. peuvent paraître pareilles, mais c'est des histoires différentes. Il y a tout Ouais. le temps, c'est comme si moi j'ai l'impression de à chaque fois découvrir un nouveau film ou une nouvelle histoire ou un nouveau livre et je trouve ça hyper passionnant. C'est exactement ça, je vis exactement la même chose dans mes relations avec mes clients. On a l'impression à chaque fois de rentrer dans une nouvelle famille et voilà, de participer à ces découvertes. C'est super enrichissant. Oui. Mais je sais pas si tu as des petites anecdotes que tu as envie de partager ou Ah, des petites anecdotes, hein. Aïe, aïe, aïe. Petites anecdotes de généalogiste. Non, je sais pas, vas-y, commence-toi. Tes petites anecdotes à toi. Je bah réfléchis. moi j'en ai une petite en tant que par rapport aux recherches que j'ai fait par rapport à ma propre histoire. Euh, j'ai euh, j'ai découvert en fait que il y avait deux frères dans donc c'est ça date au moins à 4 ou 5 générations au-dessus de moi. Et il y en a, le plus jeune a décidé de changer juste une lettre dans son nom de famille et du coup, potentiellement changer toute la lignée, le nom de la lignée qui était en dessous. Et donc, du coup, on l'a vu, on voit que c'est vraiment un choix personnel parce que dans ces signatures, on a retrouvé les signatures sur des actes des deux frères. Et sur l'acte, c'est bien marqué le même nom de famille. Ils ont les deux frères ont le même nom de famille, mais dans la signature, ils signent un autre nom de famille où il change juste une lettre, il inverse deux lettres. Et Là, donc, du j'imagine que coup, la psychogénéalogiste a beaucoup réfléchi à ça. oui, bah, du coup, en fait, on voit qu'il veut couper, en fait, qu'il veut couper avec peut-être ce qu'il a récupéré, en fait, sur les transmissions, en fait, ce qu'on nous transmet aussi dans notre nom de famille. Alors moi, puisque tu parles des noms justement, moi j'ai une autre petite anecdote au niveau, alors à peu près même génération, vers peut-être 4 5 générations. J'ai une fratrie donc de frères, 5 frères. Je descends de l'un d'eux. Et en fait, 3 d'entre eux portent le même prénom. Donc ils s'appellent tous Lazare. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est très très difficile de les différencier. Et c'est des générations encore dont c'est du côté de ma maman, dont ma maman a entendu parler. Et quand j'ai fait la découverte de ces frères, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, ah, tu te rends compte, ils étaient 3, avoir le même prénom, ça devait pas être pratique et tout pour les distinguer les uns des autres. Et elle me dit, ah mais non, je t'assure, il y avait aucun Lazare.
mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit, il y avait un tel, un tel, un tel, mais non, il n'y avait pas de Lazare. Et j'ai mis un temps fou à reconstituer qu'en fait, à l'état civil, effectivement, ils s'appelaient tous Lazare, mais en fait, dans la vie courante, ils avaient chacun un prénom spécifique qui les différenciait, quoi. Donc c'était un peu en fait entre ma maman qui connaissait entre guillemets ces personnes, en tout cas qui en avait entendu parler, et moi la généalogiste qui faisait des recherches, et bien on n'arrivait pas à se comprendre, quoi. Donc c'était sur le coup assez rigolo. Mais, Voilà. mais c'est assez drôle ouais, de voir ces différences-là entre bah, la réalité et ce qu'il y a sur les actes, qui est une autre réalité, la réalité de la vie, De la vie de tous les jours. Ouais. de la vie de tous les jours et la réalité aussi sur les papiers. Mais c'est aussi intéressant d'en parler, quand on a amené à en parler aussi euh, aux personnes qui vivent aussi de cette généalogie. Moi, j'en ai aussi parlé aux membres de ma famille. J'ai un peu partagé mes recherches. Et par exemple, j'ai aussi des grands-parents où ils ont, comme quoi ils ont, dans la vie de tous les jours, on les appelait autrement. Quand j'ai dit, ah ben, ma, mes arrière-grands-parents, ils s'appelaient comme ça, donc les grands-parents de mes parents, bah, ils m'ont dit, ah ben non, ils s'appelaient un tel. Et un peu comme ça, où dans la vie de tous les jours, ils avaient un autre nom que ce qui avait marqué sur l'acte. Donc du coup, c'est aussi, quand on regarde les prénoms, c'est aussi, ça a aussi des significations de voir cette Moi, je trouve différence. toujours ça super étonnant de se dire que les parents, au moment de la naissance, ont donné un prénom voilà, qu'ils ont dû choisir pour telle ou telle raison, et que plus tard, dans la vie de tous les jours, ils n'appelaient pas leurs enfants par ce prénom, en fait. Ça m'a toujours Oui. interrogée. Mais bon. Mais, c'est aussi, je trouve que moi, ça m'enrichit, ça m'a beaucoup enrichi de faire ce travail-là sur moi-même. J'ai eu aussi l'impression moi-même de plus me connaître en allant faire ces recherches et en découvrant des choses qui pouvaient me surprendre, m'étonner, euh, ou même me procurer un peu de la joie j'ai pu passer par plusieurs émotions en, en remarquant les recherches que moi j'avais fait sur moi-même aussi. Et je vois aussi un peu ça chez les clients qui j'accompagne, quoi. Oui, Des fois, oui, oui. on se rend compte de certaines choses. Oui, même moi, enfin, j'ai envie de dire où je ne fais que de la généalogie dans le sens où je recherche leurs ancêtres, mais il n'y a pas forcément, comme tu le fais toi, une analyse rétrospective de l'impact que ça a pu avoir sur la personne. Mais même à ce niveau-là, on voit concrètement une émotion énorme de la part des clients quand on leur apporte des éléments nouveaux sur leur famille, sur leurs ancêtres, des choses. Alors, enfin, évidemment, quand il y a des secrets de famille ou des choses comme ça, c'est encore bien plus important. Mais même sans ça, c'est déjà énorme. Et il y a certaines choses, enfin, je trouve, qui touchent beaucoup. C'est par exemple quand on retrouve des traces, des signatures ou des choses comme ça, où c'est vraiment quelque chose de concret. Oui, Où on voit vraiment que l'ancêtre était là et a eu une action et on retrouve vraiment sa trace au-delà d'une description par un acte d'état civil ou autre. On sait qu'il était là, il a signé, et ça, c'est assez émouvant en soi. oui. Mais, mais même moi, par exemple, j'ai une grand-mère que j'ai jamais connue du côté de mon père et j'ai découvert sur l'acte que son deuxième prénom était Sophie et on a notre anniversaire, on a fait 6 jours d'écart. Donc c'est des fois c'est des petits détails comme ça où sans faire de la psychogénéalogie, sans mais des fois qui procurent effectivement une émotion ou des émotions quoi, Mm. sans l'analyser ou bah on peut ressentir des choses et se dire ah bah tiens c'est étrange, de l'étonnement, de la curiosité. Mm. Moi c'est plein d'émotions que j'ai pu ressentir.
Et puis aussi de découvrir enfin, la vie qu'avaient pu avoir nos ancêtres. Alors après, ça dépend évidemment des conditions de vie de chacun, hein. Moi, pour ma part, on va dire qu'on était dans les couches basses de la société et quand on découvre tous les drames qu'ils ont pu vivre et autres, ça amène aussi à beaucoup d'humilité dans notre propre vie et à se Mm. dire que, enfin voilà, ils avaient quand même des vies très très dures et c'est, enfin voilà, c'est très Mm. nourrissant aussi pour nous-mêmes, hein, savoir vraiment d'où on vient, qu'ont vécu nos ancêtres avant qu'on arrive. Et bon, tu sais mieux que moi, mais tout l'impact que ça a pu avoir sur notre développement hein, au fil des générations. Ouais. Mm. Ouais. Mais C'est vrai qu'en termes de généalogie, on va pas forcément regarder dans le détail et analyser tout ça, mais malgré tout, on s'en rend compte, on sent quand même à travers toutes les épreuves de la vie ou autres, ce qu'il y avait derrière. Hein. ouais. Mais après, moi, c'est le travail aussi que moi j'ai fait sur moi-même où j'ai été pendant une période, pendant un an, j'ai été complètement dans à essayer de faire des recherches sur ma généalogie ou juste en étant faire des recherches comme tu peux le faire en tant que généalogiste, quoi, sans l'analyser. Et, et j'ai pu déjà voir les émotions que je ressentais et c'est ça qui, moi, m'a donné envie d'aller plus loin. Mais déjà, en fait, juste en faisant des recherches, il y a des choses, en fait, qui viennent nous questionner sur nous-mêmes sans faire de la psychogénéalogie, en fait. Ouais. Donc, du coup, en fait, il y a déjà des choses qui viennent se travailler juste en faisant ces recherches-là. C'est même si on vient pas l'analyser dans le détail en psychogénéalogie, mais il y a déjà des choses qui viennent se passer en fait, justement dans toutes ces émotions qu'on vient ressentir dans justement quand tu dis ben même regarder en psychogénéalogie, on regarde aussi les métiers qu'ils faisaient, si la personne elle est partie à la guerre, si qu'est-ce que ça nous fait de nous imaginer qu'un de nos ancêtres a fait ça, qu'on l'ait connu ou non, en fait ça vient déjà travailler quelque chose en fait. Bon, tout à fait. Moi, par rapport aux guerres, bon, on a tous évidemment des grands-pères, arrière-grands-pères, voire plus loin, des ancêtres qui ont participé aux guerres. Moi, j'essaie toujours dans ces cas-là au-delà enfin, de leurs états de service ou ce qu'on peut retrouver classiquement, j'essaie toujours d'aller regarder un peu plus de choses. Par exemple, on a souvent les mentions des batailles auxquelles ils ont participé ou des choses comme ça. Donc, j'essaie toujours d'aller me documenter du coup au niveau historique. Qu'est-ce qui s'est passé, quel était le contexte, enfin, comment se sont passées ces batailles, comment ça a été vécu par les soldats, les pertes qu'il y a eu, enfin, plein de choses comme ça qui permettent justement de mieux saisir ce qu'a pu vivre cet ancêtre à ce moment-là. Mm. Mais je trouve ça génial et déjà juste de savoir tout ça. En fait, ça vient travailler. Ça vient travailler déjà sans faire un travail en psychogénéalogie, mais ça vient faire un travail. Mmh. Euh, donc après, si vraiment on veut aller plus loin dans l'analyse en psychogénéalogie, on vient vraiment le rentrer dans la matière. Et c'est vrai que moi, en utilisant la parole, on utilise plein d'outils, quoi, plein de sens aussi, pour vraiment prendre conscience et l'ancrer. Mais déjà, juste de connaître cette histoire-là, ça Mmh. vient travailler de manière inconsciente et il y a des choses voilà, qui viennent peut-être nous faire réfléchir qui viennent renforcer peut-être se dire je suis sur la bonne voie, pas la bonne voie. Ça vient me renvoyer forcément à des trucs que je vis aujourd'hui. Pas forcément, mais ça peut venir comme se dire tiens, à cette époque-là, dans ma généalogie, ils ont peut-être galéré, je suis peut-être contente d'être dans cette génération aujourd'hui. C'est déjà juste un travail qui se fait, une prise de conscience et sur son histoire, ça, on peut ressentir de la reconnaissance, de la gratitude, de se dire
malgré tout, ils s'en sont sortis et puis ça a amené à ce que je sois là. Ça, on peut ressentir plein d'émotions et en fait déjà c'est un travail qui se fait en fait, Mm. qui vient se faire. Je sais pas si il y a des questions. Bah, j'en ai pas vu passer pour l'instant. Faut pas hésiter, c'est le bon moment Oui, pour poser toutes les questions. oui. Mais sinon je sais pas ouais si t'as le Moi, temps de. j'avais une question pour toi parce que en ce moment, je travaille pour pas mal de personnes qui cherchent leurs origines, alors du coup, qui ont été, enfin, soit à un moment leur famille est passée dans les colonies ou par l'étranger, ou enfin, je crois que toi-même, tu as des origines étrangères. Et j'ai l'impression il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche d'origine dans ce cadre, enfin, dans cette configuration de déplacements familiaux au cours de l'histoire. Est-ce que toi aussi, tu as ce genre de demande de ton côté? Moi, c'est vrai que aussi dans les personnes que j'accompagne, j'en ai beaucoup aussi qui ont eu, qui se sont déplacés soit à cause des guerres, soit à cause quoi, les pays qui ont été colonisés ou qui sont venus, par exemple, je pense aux pays du Maghreb où ils sont venus chercher Ouais, du travail. Ils travaillent aussi en France. C'est vrai que moi, je viens aussi, mes origines, on vient d'un Pologne et ils sont venus en France justement pour chercher du travail parce que c'était une période où il y avait plus de travail en France qu'en Pologne. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont en questionnement sur ben d'où est-ce que je viens, quelle est réellement ma place, pas forcément sur mes origines, mais comprendre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que moi je viens faire ici en fait. Et mm, euh, c'est vrai que même juste changer de région, être dans le même pays, mais c'est une forme aussi de déracinement, quoi, de ouais. déracinement. Je ne sais pas si toi tu le vois aussi dans tes recherches où ben tu as beaucoup de personnes qui viennent de la même région et puis d'un seul coup ben ça va migrer dans une autre région. Ben en fait Oui, j'en ai aussi beaucoup. ouais, moi, je fais beaucoup de recherches dans ce cadre-là où on va dire que les familles, à une certaine époque, étaient très installées géographiquement et bougeaient très Mm, très peu. Et puis, ouais, dans la famille, c'est difficile de savoir exactement pourquoi cette personne-là et pas les autres, mais généralement, dans la fratrie, on découvre une personne qui s'est complètement délocalisée, qui a parcouru enfin, toute la France, ouais, voire est partie à l'étranger. Euh, mm, et souvent, ce sont les descendants de ces personnes-là qui mettent en œuvre des recherches ouais, parce que, bah voilà, justement, ils connaissent, on va dire, leur lignée jusqu'à, en gros, aux ancêtres qui se sont déplacés. Et en fait, la famille a ouais, perdu la connaissance des générations antérieures. Donc, ouais, généralement, les familles restaient assez soudées pour la partie qui est restée sur place. Et souvent, les liens ont été coupés. Alors, c'est sûr que bon, la distance à l'époque était plus difficile que maintenant pour maintenir les liens, évidemment. Et mm, souvent, on retrouve ce genre de demande en termes de généalogie, effectivement. ouais. Mais et moi c'est vrai que ce que j'analyse c'est vraiment un besoin de justement se raccorder à un peu ses origines. C'est une manière de travailler en psychogénéalogie et d'aller rechercher ces familles-là, même si on a peut-être qu'on retrouvera jamais, qu'on verra jamais physiquement et qu'on fait pas de nouvelles connaissances dans notre famille, mais de connaître l'histoire de là où est-ce qu'on vient dans ces voyages, dans quand ça justement que ça a changé de région, changé de pays, c'est une manière justement
de se rapprocher en fait, de se rapprocher de cette famille-là, même si on s'en rapproche pas physiquement, mais on vient s'identifier, vraiment s'identifier encore plus à notre famille en fait. Après, je trouve aussi Moi, c'est vraiment... on a aussi de plus en plus de demandes de faire ces recherches d'ancêtres, mais aussi de retrouver des cousins éloignés, les descendants d'une famille qu'on a perdu de vue. Et ça, c'est une demande qui est je trouve, de plus en plus présente. Oui. Bah, Ce qui est pas forcément facile en généalogie. Oui. Il y a ça, mais je trouve vraiment ce désir commun vraiment de de se rapprocher en fait, de se rapprocher, de s'identifier vraiment encore plus. Donc quand on a la chance de retrouver des cousins, même des cousins éloignés ou euh, qui étaient des fois des cousins de nos parents mais c'est vrai, il y a vraiment ce désir-là de se rapprocher, de s'identifier encore plus à cette famille, quoi. Je regarde et Là, je vois pas de... Ouais, je vois pas de questions. Non. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Écoute, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous raconter sur mon activité peut-être juste dire que généralement, en tant que généalogiste, on a souvent une zone géographique, on va dire, de recherche privilégiée parce que bah voilà, on habite à tel endroit et donc, du coup on peut plus facilement se déplacer, en tout cas sans surcoût pour les clients dans cette zone. Mais on a quand même la chance en France d'avoir énormément de bases de données ou d'archives départementales qui mettent de plus en plus en ligne énormément de documents ou d'archives. Donc ça simplifie énormément depuis quelques années les recherches. Moi, quand j'ai débuté la généalogie il y a longtemps maintenant, je ne dirais pas depuis combien de temps, mais ça fait un certain nombre d'années, c'est vrai que ça n'existait pas. Donc en fait, il fallait systématiquement se déplacer dans les archives départementales ou les archives nationales. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'assez compliqué si on a une famille un petit peu étendue sur le territoire. Bon voilà, on pouvait vite y passer toutes ses vacances quoi. Mais c'est vrai que maintenant avec toutes les possibilités qu'on a de mise en ligne, c'est vraiment une chance qu'on a en France et qui existe enfin peu dans les autres pays. Donc on est vraiment gâté de ce côté-là et enfin, c'est bien qu'on en soit conscient aussi parce que enfin bon voilà, je suis pas mal de collègues qui travaillent dans d'autres pays où c'est pas forcément le cas quoi. Donc nous on a la chance en France d'avoir un accès on va dire assez facile à toute cette histoire de nos familles au travers de tous les actes mis en ligne voilà et consultables assez facilement au moins au-delà d'une certaine période. Parce qu'on peut pas consulter les actes trop récents pour des questions légales. Donc voilà. Ouais. Mais c'est vrai que je le confirme, moi j'ai de la famille en Pologne, c'est là où j'ai le plus eu du mal à trouver. Là, dès qu'on retrouve une personne, moi je me rappelle, c'était une joie énorme. Là encore, il y a quelques mois, j'ai dû rajouter 2 personnes. C'est vraiment une joie. C'est le fruit de telles en France, recherches oui, ouais. c'est le fruit En de telles France, recherches que forcément tu es très contente. ouais. Parce qu'en France, en fait, c'est vrai qu'il y a plus de facilité. Il y a plus de facilité pour autant d'énergie. On va peut-être retrouver 10, 15 personnes. Pour un peu, j'exagère, mais avec la même énergie qu'on va mettre des fois pour aller les chercher dans d'autres pays où c'est plus difficile, où l'histoire, on la connaît. L'histoire du pays, en fait, on la connaît moins. Moi, en plus, la Pologne, ça a été envahi, ça a été... il y a des Oui, une régions histoire difficile. oui, il y a donc nous on connaît, on a eu ça aussi en Alsace-Lorraine ou dans d'autres régions aussi, mais
Mais du coup, aujourd'hui, il y a plus de facilité. On a cette chance-là, ouais, en France, d'avoir la facilité à trouver peut-être plus de choses. Ouais, je vois un petit commentaire sur des recherches au Maroc. Oui, effectivement, dans les anciennes colonies françaises ou dans les anciens protectorats, c'est vrai que les recherches sont plus compliquées parce que, alors pour une certaine catégorie de dates, on peut retrouver pas mal de choses qui ont été mises en ligne par les archives d'outre-mer, les archives nationales d'outre-mer, les ANOM, dont certains sont indexés. Donc ça, évidemment, ça facilite les recherches. Mais d'une part, il n'y a pas forcément, enfin, tout n'a pas forcément été récupéré quand la France est partie de ces territoires, enfin, par la suite en tout cas. Et Mm. puis, pour tout ce qui est demande un petit peu plus récente, c'est vrai qu'il faut faire systématiquement une demande par acte au service de ministère des Affaires étrangères ou Archives nationales. Donc c'est vrai que c'est des recherches qui sont pas forcément évidentes, assez longues, et c'est toujours plus compliqué de trouver des informations que quand on peut consulter les registres très facilement, au rythme qu'on le souhaite, etc. Donc Mm. ça, c'est vrai que les recherches, notamment au Maroc, en Algérie ou autres, euh, c'est, euh, ça peut être compliqué, c'est sûr. Enfin, je suis en plein dedans en ce moment Oui. et j'ai les mêmes difficultés. Mais faut se dire qu'on a malgré tout la chance qu'il y ait beaucoup de choses quand même qui aient été récupérées et de plus en plus sont indexées. Enfin, la tendance va vraiment vers l'indexation, vers le fait de nous mettre en ligne différentes choses. C'est déjà assez récent que les anômes aient mis en ligne ce genre de choses. Donc, ça évite quand même de demander soit à des groupes d'entraide ou à des généalogistes de faire les recherches quand voilà, quand on a la volonté de faire soi-même. C'est toujours, Mm. c'est toujours un peu frustrant de ne pas réussir à accéder à ce qu'on veut. Mm. Ouais. Par contre, les Oui, endroits, oui. moi, je trouve où les recherches sont, par contre, vachement intéressantes, c'est aux États-Unis. Là, c'est un de mes sujets en ce moment que je regarde beaucoup. Et les immigrés aux États-Unis, c'est formidable tout ce qu'on peut retrouver qui est mis à disposition, notamment Mm. sur Family Search. On a des choses fantastiques et puis on sent vraiment déjà la patte américaine où énormément de comment dire de détails de la vie des ancêtres est mentionné dans les actes civils. Enfin, par exemple, dans les décès, on voit la cause du décès. Ça, c'est un truc qu'en France, alors on peut le trouver de temps en temps, on va dire dans les registres paroissiaux assez anciens où les curés ou les vicaires pouvaient se laisser un petit peu aller à quelques fantaisies. Voilà, mais c'est quelque chose qui est pas du tout en vigueur en France, quoi. Et c'est Mm. super étonnant de voir des listes de décès aux États-Unis avec la cause du décès de chaque personne. C'est Ouais. formidable, quoi. Pour le généalogie, c'est vraiment super. Mais ça doit être aussi hyper intéressant sur l'histoire, quoi. Sur l'histoire de sa Ouais, famille. Des fois, on peut ouais, voir. l'histoire des familles est assez intéressante alors déjà, oh là, il y a un gros commentaire. Euh, Des secrets de famille, il peut y en avoir plein. Ça, c'est un vaste sujet, les secrets de famille. Mm. Effectivement, enfin, c'est vrai que Euh, c'est extrêmement difficile de faire parler les personnes enfin, bon, le mais sujet ne les touche pas forcément elles-mêmes, hein, ça peut être des générations antérieures, mais mm, c'est très difficile de délier les langues et de faire parler quand les personnes se croient en devoir de garder ce secret, quoi.
Ouais. Donc, Mais moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de secrets de famille dans ma famille et du coup, je me suis un peu débrouillée toute seule pour faire des recherches. mm, Et c'est quand j'avais plein de recherches que, quand j'en avais suffisamment et que j'ai remonté au-dessus de tous ceux qui étaient encore vivants, où là, les langues se sont ouvertes et que les gens ont commencé à parler. Et mm. comme si, en fait, ils se disaient, ben, de manière maintenant, elle sait tout, donc tant qu'à Ouais. faire, ben, j'ai plus, je peux libérer la parole. Et moi, par On est exemple, dans mis ma devant famille, le fait accompli. Mm. oui. Et en fait, j'ai appris d'autres choses, justement, après mes recherches, des choses qui venaient confirmer des doutes que je pouvais avoir ou et, euh, et des fois, quand C'est il y a vrai. des secrets, Vas-y. ouais, quand des fois il y a des secrets, moi, je vais inviter les personnes à aller justement oser faire ces recherches par eux-mêmes et des fois de faire confiance à ce qui peut se passer, produire après, en fait. J'allais justement aller dans ton sens. Je disais que Mm. souvent, quand des personnes viennent nous voir justement pour remonter leur généalogie, ils expriment souvent le fait qu'ils ont des doutes, enfin, ils ont un instinct qui leur dit qu'il y a quelque chose quelque part qui n'est pas comme on voudrait leur faire croire. Et, euh, et bien souvent, ils ont raison, hein. Enfin, je pense que l'instinct Oui, là-dedans est quand même assez infaillible. Et, euh, et généralement, comme tu le disais, effectivement, une fois les recherches abouties, les langues se délient et on arrive à avoir souvent plus que mm, ce qu'on voulait à la base. Et généralement, c'est salvateur, hein. Enfin, c'est à oui, la fois pour la personne qui a fait la démarche et même pour les personnes qui finalement euh, se délivrent de ce secret qu'elles portent depuis très longtemps. oui. Donc ça, c'est vrai que c'est Mais aussi moi, une c'est autre vrai. partie de la profession. Mais en fait, il y a une personne qui décide de faire ce travail-là, que ça soit d'aller voir un gynéalogiste ou avec moi. En fait, automatiquement, ça vient impacter toutes les personnes qui nous entourent de notre famille, quoi. Ça vient. Ouais. Même moi, je vois des relations qui ont changé, même dans la fratrie ou dans la relation avec ses parents, ou ça vient automatiquement bouger ça, en fait, et peut-être rendre les choses plus légères. Comme bah, délier des langues et que peut-être soulager et que maintenant on peut parler, comme les secrets de famille, maintenant on peut parler, on se sent soulagé de, des Puis personnes qui nous... souvent, on se rend Ouais, compte que finalement, ce secret, bah, c'était le secret de nos ancêtres. C'était pas le ouais, nôtre finalement. Donc, ouais, on en faisait tout un. Enfin voilà, alors, c'est quelque chose qui semblait important à nos générations précédentes, mais que nous, maintenant, on le vit finalement, enfin très bien ce qu'on en découvre. Et au contraire, mm, c'est doublement libérateur parce que finalement, on se sentait mal à cause d'un secret qui, au final, une fois dévoilé, ne nous touche pas particulièrement. Enfin, voilà, il y a quelquefois pas tellement d'incidence, mais on est simplement libéré de tout ça, mm, quoi. ouais. Mais des fois, juste la libération, en fait, ça nous soulage. Ça Oui, nous, oui, c'est des fois, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. oui. Bah, plus que le secret en lui-même, généralement. Oui, oui. Mais c'est vrai que je voulais en revenir à ce que tu parlais là aux États-Unis par rapport au décès. Ça doit être, c'est vrai que ça doit être hyper intéressant aussi de voir toutes ces causes de décès parce que des fois il peut y avoir plusieurs générations où ils décèdent des mêmes choses. Mm. Ou On découvre aussi, enfin, pour beaucoup, il y a beaucoup de maladies, hein, donc bon, ça c'est le fait que l'ancêtre croise le chemin de cette maladie-là, il n'y a pas forcément de lien. Mais c'est vrai que moi, je faisais pas forcément cette analyse. Enfin, c'est toi qui petit à petit me pousse à regarder ces choses-là. Mais, euh, mais effectivement, on peut retrouver, ou, alors pas forcément des causes de décès, mais en tout cas des âges assez similaires en fait ouais,
de décès ou des choses comme ça. Mm. Mais c'est vrai que ça doit être hyper intéressant à, à savoir, quoi. À savoir, ça doit être hyper intéressant, quoi. Ah bah, ça ouvre vraiment. Enfin, bon, là, on est au bout de la vie de la personne, hein, mais malgré tout, enfin, c'est quand même intéressant de comprendre enfin, ce dernier instant de la vie de la personne et comment aussi l'ont vécu ses enfants ou petits-enfants, la famille autour. Oui. C'est quand même un moment important de la vie des personnes qui survivent. Donc, Mm. c'est, ça peut être dans le cadre voilà, d'un accident, ça peut être bon, une maladie. Et dans ce cas-là, potentiellement, il peut y avoir d'autres personnes de la famille qui ont été touchées aussi. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de situations qu'on peut reconstituer. Mm. Et le deuxième point qui est super intéressant aussi, j'en parle en ce moment dans mes publications, justement, c'est on voit aussi très très tôt que les États-Unis sont très marqués par les possessions de chacun. Combien possède telle personne? Est-ce qu'il est propriétaire de son bien? Des choses comme ça. Et donc dans les recensements de population aux États-Unis, ça s'appelle les census américains, Mm. eh bien on connaît si la personne est propriétaire et la valeur de son bien. Et on connaît aussi l'argent, on va dire liquide, l'argent pas investi, quoi, les Mm. économies qu'ont les personnes. Donc ça, c'est aussi assez surprenant. C'est quelque chose qu'on voit absolument pas en France. Ouais. C'est pas du tout le Mais, même rapport en fait à l'histoire des personnes et à qu'est-ce qui représente la personne. mm. Mais ouais, ça doit être intéressant. Ça doit être intéressant aussi en psychogénéalogie, justement, quand on veut travailler, des fois, on travaille sur le sujet de l'argent. Ben, des fois, on regarde les métiers. En France, on va beaucoup regarder les métiers, mais par exemple, cette information-là pourrait être une autre piste à regarder si on l'avait, par exemple, en France. C'est aussi un autre rapport à l'argent que le pays, en fait, que le Oui, pays a aussi par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'on met aussi une importance sur le fait, ben, est-ce que la personne est propriétaire ou pas? Combien est-ce qu'elle a de l'argent? Et sur la réussite sociale de la personne. ouais, sur la réussite sociale, ça peut même mettre une pression supplémentaire. Se dire, ben, en gros, si je suis propriétaire, c'est aussi une réussite sociale Oui, qu'on peut mettre en supplémentaire. Par exemple, ici, on peut se dire, ben, en France, si on ne le met pas, ben, peut-être que la réussite sociale va être sur mon travail. Sur le travail, par exemple, quel travail je fais, comme les métiers, on peut retrouver des métiers, ben, on va mettre notre réussite sociale là-dessus et peut-être que dans l'histoire du pays des États-Unis, ben, là, on va rajouter sur ben, est-ce que j'ai des biens, est-ce que j'ai de l'argent sur mon compte, combien j'ai d'économies, et que ça va aussi représenter sa classe sociale, euh, ça va mettre une pression supplémentaire de il faut que il faut que j'ai ça. mm. Voilà, c'est assez étonnant. Je travaillais récemment sur une famille de Franche-Comté qui est partie aux États-Unis au début du 19, enfin mi-19e siècle. Mm, Et bon, c'était des familles de cultivateurs en Franche-Comté, qui est un pays, enfin, une région assez pauvre quand même. Enfin, voilà, c'est pas des régions au niveau agricole qui sont réputées pour être riches. Donc on peut comprendre qu'un certain nombre d'habitants sont partis voilà, chercher le rêve américain. Voilà. Et donc en suivant cette famille, bah, je me suis aperçue que donc ils sont allés s'installer aussi dans des régions agricoles des États-Unis, mais ils ont très vite été à nouveau enfin, propriétaires avec des économies assez importantes et donc c'était assez étonnant de voir le. Enfin, on imagine, hein, on n'a pas de preuves évidemment, mais mm, on a l'impression d'une ascension assez rapide mm, socialement de ces personnes qui, alors, c'est certainement lié aussi à une époque particulière où c'était les premières, enfin, grosses migrations et donc ils ont certainement bénéficié du fait d'être un peu les premiers
à partir comme ça, mais voilà, c'est assez étonnant et on avait l'impression qu'ils vivaient quand même avec un niveau de vie nettement supérieur à leurs petits cousins qui étaient restés en France. Oui. Ou d'ailleurs, apparemment, Mais ils ça sont doit jamais être... revenus. Ah, Parce qu'on ne trouve pas de traces de voyage, retour ou autre. Ils sont mm. restés et apparemment, ils sont jamais revenus dans leur pays d'origine. Mais c'est vrai que ça doit être hyper intéressant de voir tout ça, de, de voir tout ça, même pour la personne qui vient découvrir cette histoire, Mm. et ça doit être hyper intéressant. Ça doit être hyper intéressant. C'est pour ça que pour moi, je dis toujours la généalogie, c'est pas qu'une succession de noms et de dates. C'est Ouais, aussi essayer de comprendre le parcours des personnes et retrouver un maximum d'informations dans les ouais, différentes archives qui sont disponibles. Il n'y a pas que l'état mm, civil en généalogie, il y a plein d'autres sources mm, qui sont très intéressantes et qui révèlent plein de choses de la vie de nos ancêtres. mm, ouais. Mais, et après, ça, c'est un sujet qui est vaste et que je pense que même moi, juste sur ma généalogie, je pourrais avoir plein de sujets différents à partager. Et c'est hyper vaste et même les métiers, quoi. Les métiers, des fois, on peut retrouver entre la lignée de notre mère et la lignée de notre père qui peuvent être deux lignées qui sont soit de la même région ou de deux régions différentes. Ben, des fois, on peut voir des métiers qui se rapprochent, qui sont un peu de la même classe sociale ou des choses qui sont totalement opposées. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de se dire, à- de se dire ah bah oui, je viens d'ici en fait, je viens de mes origines sont tout ça en fait. Oui, en fait, c'est vrai qu'on voit très souvent des mariages dans les mêmes, alors on va dire classes sociales, mais aussi dans les mêmes types de métiers. Enfin, Ouais, à niveau de vie égal, on va dire, hein. Enfin, des personnes qui travaillent de la terre ne se marient pas avec des ouvriers ou des artisans. Enfin voilà, il y a des espèces de castes un petit peu, et on se marie généralement dans cette caste. Et par contre, à l'inverse, quand on trouve des mariages qui sont de milieux très différents, c'est quelque chose qui interroge en généalogie parce que ouais, là, on peut se poser des questions sur pourquoi ce mariage. Est-ce que bon, il y a vraiment des problèmes d'argent d'une des deux parties ou est-ce que bah, les mariés ont fait leur vie telle qu'ils l'entendaient sans sans consulter plus que ça leur famille ou ont été mis devant le ouais, fait accompli. mm, Donc là, d'ailleurs, dans ces cas-là, il est bien de rechercher s'il n'y a pas des enfants qui sont nés très proches de la date du mariage. C'est souvent ouais, des situations qui amenaient à des mariages un peu forcés. Euh, ouais, mais c'est vrai qu'on retrouve souvent beaucoup de similitudes au niveau des mariages et c'est vrai enfin, je pense qu'il y a beaucoup de mariages qui étaient plus ou moins arrangés ou parce que bon, enfin, les jeunes gens ne vivaient quand même pas que dans un petit monde bien établi avec des gens de leur même de la mm, même société qu'eux. Donc, ouais, il y avait certainement une grosse pression sociale mm, pour se marier dans un environnement qui était le leur. mm. Mais Moi, j'ai aussi, parce qu'on parlait d'anecdotes tout à l'heure, du coup, moi, j'ai aussi dans ma famille, alors qui vivait dans des régions très rurales, j'ai beaucoup de ce qu'on appelle des frérèches. Donc, c'est des communautés, en fait, des communautés familiales dans lequel justement on se marie dans la communauté, on vit dans la communauté et on ne sort pas de la communauté. Donc quand je dis communauté, c'est pas des communautés religieuses, hein, mais c'est des communautés dans lesquelles on partage les biens, on partage les habitations, etc. Et c'était des milieux pour le coup assez fermés. Et on en trouve des traces dans en fait quasiment tous les actes notariés qui concernent la famille. Et notamment, ce qui est assez rigolo, c'est d'aller regarder les contrats de mariage. Parce que justement, généralement, pour ce type de famille,
ils établissaient des contrats de mariage et il y a énormément de clauses qui sont liées à ces communautés et notamment envers la mariée où elle avait beaucoup de choses à remplir. Donc évidemment, elle devait aller vivre avec son époux, donc ça c'est classique. Mais elle devait apporter une certaine quantité d'argent à la communauté. Et si le mariage se passait mal ou que son époux décédait avant elle ou qu'il y avait un problème quelconque au cours de leur vie, il était bien indiqué que cet argent restait à la communauté. Enfin voilà, il y avait tout un tas de clauses comme ça. Et dans ma famille, à un moment donné, ça posait problème avec une jeune mariée qui avait été partie pendant quelques temps de sa campagne pour aller travailler quelque temps à Paris. Donc avait dû amasser un petit pécule à la sueur de son front, voilà, en travaillant. Généralement, c'était domestique ou autre. Hein, voilà, il était revenu donc dans sa commune d'origine pour se marier et la communauté avait voulu récupérer l'argent qu'elle avait économisé en travaillant à Paris et donc elle n'avait jamais accepté ces conditions. Donc elle s'était quand même mariée avec son fiancé, mais ils avaient été exclus de la communauté. Donc ils s'étaient retrouvés sans rien, enfin voilà, parce que l'époux du coup n'avait reçu aucun moyen de subsistance de la part de ses parents, donc il n'avait pas beaucoup d'éléments pour vivre. Et puis elle avait son petit pécule, donc ils avaient été obligés d'aller s'installer dans la famille de cette jeune femme pendant un temps, le temps voilà, d'acquérir un minimum de choses pour s'installer. Donc voilà, c'était des choses. La première fois que je suis tombée là-dessus, j'étais un peu communautée, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais un peu surprise. Et donc voilà, c'est des petits trucs rigolos et qui causaient quelquefois des gros soucis entre les membres de la famille. Mm. Je sais pas si toi tu connais pas ce genre de choses, t'as pas ça dans ta. Non, moi, je suis jamais tombée là-dessus, Ouais. mais Je pense que ça dépend des régions. ouais, ça dépend des régions. Mais après, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est des fois de regarder dans les fratries que des fois, t'as l'impression que quand tu regardes sur les actes et tout, quand tu recherches l'histoire, en fait, des fois dans la fratrie, s'il y avait beaucoup de frères et sœurs et des fois, tu vois aussi des histoires complètement différentes entre des frères et sœurs, des personnes justement qui partent et qui changent de région. Donc, tu te dis, pour certaines personnes, ça a l'air plus facile justement de bouger ou de partir, et pour d'autres, c'est plus facile de rester en fait, de rester proche de cette famille. Ou tu vois aussi des histoires différentes dans les fratries. Dans les fratries, quand tu remontes. Moi, j'ai beaucoup ça aussi dans ma famille où, alors quand je remonte assez loin hein, quand même, mais certains occupaient des positions un petit peu privilégiées avec des fonctions au sein de la communauté qui étaient un petit peu, voilà, famille un petit peu aisée. Et c'est vrai qu'on voit systématiquement les aînés qui semblent avoir un destin tout tracé en reprenant les charges de leurs parents, etc. Donc, on s'imagine qu'il y avait une grosse pression sur eux pour satisfaire les attentes de leurs parents en la matière, faire un beau mariage, enfin bon, etc. Et puis, on voit dans les derniers enfants de la famille, là par contre, on voit bien que les attentes sont pas du tout les mêmes. Enfin, on a l'impression que le mariage qui les attend a pas tellement d'intérêt pour la famille, donc bon, finalement, on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Ils ont aucune charge, ils doivent se débrouiller tout seuls dans la vie. Donc effectivement, certains s'en vont essayer de tenter leur chance, je pense, comme ils le peuvent ailleurs, et on voit des choses assez étonnantes. Au bout d'une ou deux générations, on voit un écart mais flagrant entre les générations des aînés et les générations
des plus jeunes, des benjamins, quoi. Au niveau social, à une certaine époque, ça avait une importance énorme d'être dans les premiers ou dans les derniers d'une fratrie. Alors moi, je descends des derniers. Ah. mais, mais, euh, mais du coup, c'est assez rigolo quand on fait sa généalogie aussi de pas forcément regarder que ses ascendants directs, justement, pour élargir et voir un petit peu ces choses-là. Parce que ça remet aussi en relief ce qu'ont vécu nos propres ancêtres, en se disant, bah oui, ils étaient comme ça, leurs frères et sœurs, eux, par contre, étaient pareils ou étaient différents, pour quelles raisons. Et ça permet de toucher du doigt, comme on dit depuis tout à l'heure, un peu plus leur quotidien, leur vie, et de comprendre ce qu'ils ont vécu, quoi. Ouais. Donc ça, moi, j'encourage toujours tout le monde à regarder un minimum les fratries et regarder un petit peu plus large que juste ces branches directes. C'est vrai qu'on trouve des choses, ou même justement, comme tu disais, les aînés, ils ont limite un destin tout tracé, qu'on voit Ah que oui, bah là, bizarrement, lui, c'est lui qui est parti et que bah du coup sa vie n'est pas forcément, il part pas facilement. Il part pas facilement parce que sa famille avait des attentes pour lui on peut suspecter un et clash que du coup il familial, a quelque dû. chose qui s'est passé, qui a... Voilà. Mais du coup c'est hyper, ouais, c'est hyper passionnant, c'est hyper intéressant. Mm. Et puis en plus, toutes ces choses-là, finalement, enfin, on le trouve assez facilement. Il n'y a pas besoin de recherches très très compliquées dans des sources d'archives, voilà, pointues ou autres, hein. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut retrouver simplement en regardant l'état civil ou ce genre de choses, hein. Comme tu disais, les métiers, les choses comme ça, on les suit assez facilement dans ce type d'acte. Donc, si on sait bien enfin, comment dire, bien lire les actes. Alors, il faut déjà arriver à les lire. Ça, évidemment, ça peut être un premier souci. Ça peut être plus ou moins bien écrit en fonction des régions. Ça peut être du français ou d'autres langues, hein, je pense. Enfin, notamment les régions qui ont été à un moment de langue allemande, par exemple, c'est voilà, pas facile. Il y a du gothique en plus. Alors, bon, il faut, faut s'accrocher. Mais si on arrive à surpasser ces difficultés, rien que des actes de naissance, mariage et décès sont porteurs de plein d'indices et plein de choses qui permettent de regarder Ouais. tous ces éléments. Mm. Mais il faut bien les étudier et bien tout regarder. Ouais, prendre son temps, être patient. C'est ça. Pas seulement regarder dans un acte qui est le père, qui est la mère, ouf, et je passe au suivant. Mm. Alors, on peut faire ça, hein, moi j'ai rien contre. Et, je dois dire que souvent, je suis aussi tentée de le faire et on a l'impression de remplir vite son arbre. C'est, c'est assez jubilatoire de voir les, les générations s'accumuler et tout. Donc c'est vrai que moi souvent c'est ce que je fais. Je progresse assez rapidement, je remonte. Et une fois que je suis remontée suffisamment loin, et ben je reprends les choses mais en sens inverse. Je pars des plus anciens et je redéroule le fil du temps à partir de ces ancêtres les plus anciens. Et j'essaye de comprendre comment s'est déroulé leurs existences successives. Mm. Bah moi, c'est ce que j'ai fait exactement au début que j'ai recherché. J'ai au début regardé juste les noms, les prénoms pour avoir le plus d'actes possible. Et une fois que j'étais remontée et que après ça demandait plus de temps, plus de patience pour aller rechercher, bah là, à ce moment-là, je suis allée redescendue et Mm. j'ai commencé vraiment à étudier chaque acte que j'avais reçu. Parce que je sais pas, en l'espace de 2 mois, j'étais remontée quasiment en 1800. Donc du coup, j'ai pas pris le temps du tout de les lire et vraiment les analyser. Et après, j'ai eu besoin de prendre un temps pour vraiment les analyser, les lire, même ne serait-ce que des fois regarder les signatures, regarder plein de petits détails. Bah en fait là, on a vraiment l'impression de pas être seulement devant un bout de papier et puis un nom. Mm. Et là, on vient rentrer vraiment dans l'histoire de la personne, dans, ouais, ça reste pas juste un nom écrit sur un bout de papier.
on essaie de l'imaginer, d'imaginer sa vie, ça prend une autre dimension. Ça devient vraiment une personne, je trouve. C'est ça, c'est exactement ça. C'est plus juste un nom sur le papier, c'est quelqu'un qui a une certaine dimension. Je Ouais. rebondis du coup sur ce que tu disais là au niveau des signatures notamment. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant pour la généalogie, parce qu'on peut tirer plein d'enseignements des signatures. Ça peut voilà, sembler anecdotique comme ça, mais la signature, ça peut indiquer le niveau d'instruction de la personne, d'une part, si enfin, les lettres sont bien formées, l'écriture n'est pas trop maladroite, voilà, etc. Donc c'est des indications au niveau de l'instruction. C'est aussi des indications parce que on peut regarder aussi l'évolution de la signature au fil de la vie de la personne. Généralement, la personne, on la retrouve dans différents actes au cours de sa vie, donc les actes qui lui sont propres, mais ça peut être aussi peut être témoin, je sais pas, du mariage d'un frère, d'une sœur, ou parrain, ou autre d'un neveu, etc. Et donc c'est très intéressant de suivre l'évolution des signatures. Et alors souvent, on voit que la signature reste à peu près identique pendant toute une période de la vie. Et à un certain moment, on peut constater aussi des déclins, des signatures qui se mettent à être un peu plus tremblantes, moins, voilà, moins bien affirmées, etc. Et ça peut aussi donner des indications voilà, de déclin de la santé de la personne, des choses comme ça. Mm. Ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément d'emblée, mais Ouais, mais ça peut être intéressant. ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis Ça même rajoute à- certaines personnes, quand elles sont on va dire, de milieux assez aisés, n'hésitent pas, enfin, dans certaines classes de population qui ont certaines charges au sein de la société, elles n'hésitent pas, enfin vous avez peut-être vu ça dans certains actes, à faire des petits dessins, ils font des petits carrés, des petits trucs, et ça c'est assez remarquable pour des personnes qui ont un certain statut au sein de la société. Ouais, ouais. Mm. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Moi, j'ai, ouais, de regarder les signatures. C'est vrai qu'on les retrouve sur les mariages. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai retrouvé des oncles aussi, des oncles. En Oui, regardant les signatures, quand on voit, des fois, quand on n'arrive pas très bien à lire l'acte et qu'on regarde les signatures, des fois, ils signent avec le nom de famille, bah, on voit deux personnes qui signent avec le même nom de famille. Bah, on se dit, bah, il doit y avoir deux frères et ben, on voilà. va vraiment plus creuser des fois dans l'acte à essayer de trouver les prénoms, Mm. je trouve ça hyper intéressant de regarder Oui. de regarder C'est quoi. aussi très intéressant au niveau des femmes qui avaient moins accès à l'instruction. Donc c'est vrai quand on trouve une signature d'une femme dans un acte, c'est aussi souvent synonyme voilà, d'une certaine volonté de la famille d'instruire les filles et c'est pas forcément très courant. Donc Mm, c'est intéressant de le noter aussi. ouais. Souvent, les femmes sont un petit peu les délaissées enfin, en termes de généalogie, c'est un petit peu moins facile de retracer leur parcours parce qu'il y a moins d'archives enfin, qui Mm, les concernent. Elles ne sont pas enfin, on va dire en tout cas en première ligne dans les mm, archives. Donc, c'est vrai que dès qu'on a ce type d'indication, c'est bien de le noter parce qu'on n'a pas forcément des tonnes non plus. mm. Sur les hommes, c'est vrai qu'on a, enfin, en tout cas pour ce qui est, enfin, on va dire pour un généalogiste assez récent, on va dire le 19e, pour les hommes, il y a beaucoup d'archives hyper intéressantes comme les fiches matricules, les fiches qui sont réalisées dans le cadre du service militaire ou participation à certains conflits, des hommes qui donnent énormément de descriptions, par exemple des descriptions physiques, ça c'est enfin, en gros, c'est vraiment le seul endroit où on peut avoir la description d'une personne avec sa forme de visage, sa couleur de cheveux, des yeux, savoir s'il a un gros nez ou un petit nez, enfin voilà, des trucs comme ça, la taille de la personne, enfin voilà. Donc ça c'est vrai que par rapport aux hommes, enfin
il y a un gros avantage à aller regarder ce genre de choses. Pour les femmes, évidemment, on n'a pas tout ça, donc c'est quelquefois un petit peu plus difficile euh, de Oui. redonner justement du corps à leur vie. Ouais. C'est un petit peu ce qu'on appelle les invisibles des généalogies. À tort, Ouais. parce qu'on trouve quand même des choses si on sait l'interpréter. Mm. Mais c'est hyper passionnant. Je pense que ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est en live. Ça passe vite, hein. Il y aurait Mais, tellement de choses à c'est dire. vrai que oui. Mais même moi, des anecdotes, il y en a plein qui me reviennent encore. Mais je propose aux gens, et s'ils regardent en live ou en replay, bah, de venir nous voir si ça les intéresse pour bah, soit travailler, si ça leur donne envie de travailler avec nous, mais de venir nous contacter. Oui, il Et n'y a pas de problème. On les recevra avec plaisir, on répondra aux questions et à toutes les sollicitations. oui, mais c'est vrai que quand on est passionné, c'est vrai que le temps il passe, Ouais, on voit pas, on voit pas passer. Même moi, j'ai encore plein d'anecdotes que je pourrais encore raconter parce que c'est vraiment passionnant, intéressant, même juste pour, comme on disait tout à l'heure, de se connaître et puis de savoir d'où on vient, et ça peut nous procurer plein d'émotions différentes. Et, euh, et moi, je trouve ça passionnant. Et chaque histoire, chaque personne a une histoire différente. Même sa généalogie est vraiment. Je pense qu'il n'y a pas deux histoires qui se correspondent. non, c'est Donc, sûr. en tout cas, bah, je pense n'hésitez pas à venir nous voir, à, à venir nous contacter. Et puis, je pense que, je sais pas si tu veux dire le mot de la fin. Oh, bah écoute, peut-être le mot de la fin, ça peut être qu'on peut se redonner un rendez-vous dans quelques temps pour en reparler. Et puis, Oui, entre-temps, lister quelques éléments qu'on peut partager avec les gens qui sont intéressés par nos petites anecdotes et par notre passion surtout pour la généalogie. oui, Et puis surtout qu'ils n'hésitent pas à laisser des commentaires et autres, parce qu'on a beaucoup parlé, nous, de nos propres racines et nos propres histoires, mais on peut partager un peu plus que ça. Et si, enfin, s'ils ont besoin de conseils en direct, on peut aussi essayer de répondre, alors du moins en partie, hein, c'est pas toujours évident de répondre complètement à la question, mais donner quelques pistes. oui, oui. Voilà. Bah, en tout cas, merci à toi, Sophie, pour ce live. Et Bah, puis, merci de me l'avoir proposé, en tout cas. moi, c'est un grand plaisir de parler aussi de ce que j'aime, des domaines qui me plaisent. Donc merci. Puis, ben, dans tous les cas, à très vite. À très À vite. très vite. Voilà. Bonne soirée.